Salut à toi et bienvenue sur le podcast Axe Open, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti! When I decided to hack you, whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, Vous en voulez à la which terre makes entière, me... à la société. J'emmerde la société. Je sais que vous avez beaucoup de raisons d'être en colère, mais ce n'est pas en refoulant toutes ces émotions à l'intérieur de vous que vous irez mieux. Salut à tous et bienvenue dans le nouveau podcast d'Axe Open. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler SI, donc système d'information des entreprises, et on va parler plus particulièrement de tout ce qui est architecture SI et des enjeux actuels qu'on a notamment autour de l'agilité de ces archis. Donc la team du jour, on a traditionnellement Philippe. Bonjour. Arthur. Bonjour. Et on a Quentin qui nous fait son retour, qui avait Bonjour. déjà participé, notamment, bon, pour ceux qui se souviennent, c'est un pro C#, pro.net. Et du coup, il vient participer à ce podcast aujourd'hui avec nous pour nous faire part un peu de ses expériences qu'il a par rapport à tout ce qui est SI. Donc pour commencer, on va faire comme d'habitude, on va poser les bases. Philippe, C'est toujours pour moi. pose les Un bases. jour, ça va être à vous, les gars. Hein. Non, c'est toi le Quand je vieux. partirai à la retraite. C'est toi le vieux. Ouais, Ah voilà. bah ouais, ça peut être si tôt normalement. Alors, quand on parle d'un SI, Philippe, on parle de quoi en fait? Alors, Ça un charge. SI, ça veut dire système d'information. Grosso modo, c'est tout ce que vous pouvez avoir de logiciels, d'informatique, n'importe quoi qui va permettre de supporter vos activités d'informatique dans votre entreprise. Donc, c'est tout ce qui va permettre de traiter l'information, les bases de données, tout, n'importe quoi qui va faire ça. Aujourd'hui, une entreprise, elle peut pas fonctionner sans SI, c'est sûr. Et de plus en plus, ça devient un enjeu d'agilité. C'est pour un petit peu l'objet du podcast aujourd'hui. Ok. Et donc aujourd'hui, une fois qu'on a bien compris donc, ce que c'est un SI, l'architecture SI. Alors, en Ça fait, représente quoi historiquement, je commence déjà par le point historique, Nous vivons tous un moment historique. mais historiquement, on avait très peu d'applications dans un système d'information, donc on avait 2-3 applications monolithiques qui permettaient de faire l'intégralité des processus métiers. Et aujourd'hui, il y a une pluralité des processus métiers, une demande d'agilité qui vient de la rapidité avec laquelle on veut intégrer des nouveaux processus métiers. Typiquement, une entreprise qui veut acheter une autre entreprise, elle va acheter à la fois l'entreprise mais son système d'information. Il va falloir interconnecter tout ça et essayer de faire en sorte que ça marche. De plus, quand on va parler d'architecture, c'est qu'il y a de plus en plus d'enjeux qui dépendent du SI, et du coup, il faut réfléchir son SI de sorte à être capable d'encaisser toutes les évolutions futures, les mises aux normes, les règlements RGPD, n'importe quoi. Tout ça va venir mettre des contraintes sur le SI, et il va falloir commencer à réfléchir, et c'est pour ça qu'on utilise le terme architecture, un petit peu comme un architecte, c'est-à-dire essayer de concevoir le SI comme un tout, avec des briques indépendantes. Ok. Et comment est-ce qu'on conçoit aujourd'hui une architecture SI? En fait, est-ce qu'il y a un modèle type qui existe où on suit bêtement en vrai un plan, ou est-ce que Alors, dans l'idéal, si on part de zéro, on pourrait suivre un plan prédéfini avec tout ce qui se fait à l'état de l'art. On pourrait parler d'architecture microservices, de SOA, on y reviendra sûrement en détail. Mais généralement, dans une entreprise, il y a un passif, il y a un historique. Et du coup, dans le SI, on a souvent beaucoup de briques hétérogènes qui convient de faire fonctionner ensemble. Donc, on ne peut pas définir non plus une architecture type, parce qu'en fait, chaque entreprise a son passif, la manière de faire, la qualité de ses équipes, ses contraintes budgétaires, tout ça qui font que chaque SI est vraiment particulier. c'est vraiment différent? Mais après, tu as des grandes philosophies. Tu parlais, on va peut-être en parler d'ailleurs dès maintenant, de tout ce qui est SOA, microservices. C'est des grandes philosophies. Alors ouais, qui, c'est qui des grandes peuvent te guider philosophies dans... c'est des grandes philosophies qui sont des grandes, presque des doctrines qu'on va mettre au service du SI petit à petit. Voilà. Ce qu'il faut voir, c'est que par rapport à ce qui se faisait avant, c'est vraiment la contrainte récente, c'est que vous avez de plus en plus d'applications. Et à l'époque, on avait plutôt tendance à dire, on va faire un seul système qui va régler tous les cas de l'entreprise, qu'on appelle ça généralement l'ERP, et on allait intégrer tout dedans, que ça soit développé en AS400 ou n'importe quoi, on intégrait brique après brique après brique après brique, et à l'intérieur de ce soft-là. La difficulté de cette approche-là, c'est que, grosso modo, ça devient hyper rigide, qu'il vous faut les bons développeurs qui maîtrisent la techno, et vous n'êtes pas capable d'encaisser rapidement une nouvelle technologie, n'importe quoi, un nouveau métier que vous voulez lancer, et compagnie, et du coup, votre SI devient un frein au métier. D'accord. Et l'objectif du SI du passé, c'était de gérer la complexité, c'était pas non plus d'apporter des plus-values. Aujourd'hui, on essaie de faire en sorte que le SI apporte une plus-value, et pour ça, il est vrai qu'il y a des méthodologies qui s'apparentent à ce qu'on appelle la SOA, donc l'approche orientée service, et les microservices qui permettent de répondre à ces enjeux-là. Ok. Et tout ce qui est... les SI, au final, ça fait un bout de temps que ça existe maintenant. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, ça n'a pas été conçu dans une logique actuelle, en tout cas d'agilité, etc. Et au final, c'est un
passage, enfin ça fait combien de temps? Ça fait peut-être une dizaine d'années qu'il y a peut-être un passage qui se fait à ce niveau-là, une Alors, transfo? je pense que ça fait un peu plus longtemps que ça. Ça fait à peu près 20 ans qu'on commence à réfléchir à une approche service, mais ça fait qu'une dizaine d'années où vraiment ça s'accélère. Commence à mettre en Voilà, place ça et à s'accélère. accélérer. Avec tout ce qui vient du cloud et toutes les nouvelles fonctionnalités, ça va encore plus vite. Ce qu'il faut voir, c'est que le business va de plus en plus vite, et du coup, les enjeux informatiques doivent s'accélérer et aller de plus en plus vite. Et du coup, une des réponses à ça, c'est vraiment ces approches services, microservices. Et si on rentre un peu plus dans le détail sur qu'est-ce que la réalité des entreprises à cet instant sur l'architecture SI, il y a quoi comme enjeu en fait pour une boîte de se dire, de passer du temps à peaufiner une belle architecture SI, etc. Alors, je pense qu'on pourrait presque résumer le sujet à la notion de dette. C'est-à-dire que grosso modo, si vous avez un SI qui fonctionne, souvent l'entreprise n'a pas envie d'évoluer parce que ça fonctionne. Ça fait 25 ans qu'on fait nos super quittances dans un super AS400. Pourquoi on changerait alors que ça Pourquoi on marche? changerait alors que ça fonctionne? On a investi des centaines de milliers, voire des millions d'euros dans le système d'information. On n'a pas trop envie de se changer. Ce qui pousse ce qui pousse au changement, il y a plusieurs facteurs, c'est multifactoriel. On pourrait citer déjà d'une que il y a de plus en plus de difficultés pour ces entreprises de trouver des équipes capables de maintenir et de faire évoluer ces anciens systèmes. Que ça soit même pas forcément des vieilles technos, mais des technologies Java des années 2000, vous ne trouverez personne aujourd'hui pour les faire évoluer. Donc c'est très compliqué. Il y a cet enjeu-là, il y a cet enjeu de prise en compte des nouveaux supports, tout ce qui est tablette, mobile, Internet, tout ce que vous voulez, les montres, les machins, tous ces nouveaux périphériques, eux, ils ne fonctionnent pas avec l'ancien système. Donc dans tous les cas, il va falloir trouver une solution de les faire fonctionner. Et vous avez tout un tas de nouveaux enjeux qui sont des enjeux de sécurité, de sûreté, de traçabilité, tous ces nouveaux enjeux métiers qui sont aujourd'hui prioritaires dans l'entreprise, qui n'étaient pas des enjeux du passé, et qu'il va bien falloir réussir à faire mettre dans votre SI, quoi. Et le principal bénéfice, au final, pour une boîte d'avoir un super SI? Les principaux... C'est quoi qui va faire la différence, en fait, par rapport à une boîte qui va moins ou pas s'y intéresser? En gros, ça va être la capacité à évoluer rapidement. C'est-à-dire d'aligner les enjeux informatiques sur les enjeux métiers. Grosso modo, si vous êtes dans une entreprise et que vous demandez à n'importe quel service métier et qui vous dit « Ouais, mon SI, il m'empêche d'avancer, c'est incroyable, on n'arrive pas à lancer de nouveaux produits, c'est super lent. » En gros, c'est ça la vraie perte. Par exemple, ça peut être le time to market quand on veut lancer un produit, ça peut être ce genre de choses. Ça, c'est la vraie perte. Et avoir un SI agile, ça ne permet pas de répondre à toutes les questions, mais ça permet de dire si j'ai une nouvelle contrainte business, je suis capable très très rapidement d'aller l'implémenter, d'aller tout de suite aller chercher ce qu'il faut. Okay. D'accord. Et après, vous avez des gains d'efficacité monstrueux quand dans votre SI, vous avez des bonnes données fiables sur lesquelles vous pouvez vous baser. Sans même parler de big data et ce genre de choses, mais ne serait-ce que de savoir vos clients et savoir comment les quittancer, comment leur envoyer une facture, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils consomment chez moi, c'est un plus non négligeable. Et ça évite d'avoir des brassées de gars qui vous font la correction de données ou qui essayent de bidouiller des choses dans leur coin. Et si on parle un peu plus du coup de ce qui se passe là actuellement, de ce qu'on peut voir au sein des différentes boîtes pour lesquelles on bosse, c'est quoi les problématiques vraiment actuelles que rencontrent du coup les DSI autour de ce sujet? Parce que je sais que c'est un sujet qui est particulièrement chaud en ce moment, de se dire on a des problèmes d'archi parce qu'on s'est engouffré pendant des années dans une certaine archi, et aujourd'hui on se retrouve vraiment bloqué. Je pense que ce qui pousse de plus en plus la refonte des SI, c'est l'absence de ressources de développeurs. Je pense que c'est l'un des moteurs principaux, c'est de se dire je ne suis pas capable aujourd'hui de trouver 4 développeurs pour maintenir mon application PHP développée en Symfony 1 que j'ai fait il y a 10 ans. Quoi. Et du coup, les développeurs commencent à faire leur diva et disent moi je veux travailler que sur des projets nouvelles techno, et du coup, mécaniquement, ça a un enjeu sur le SI, c'est que grosso modo, on ne peut pas tordre le cou du développeur pour qu'il maintienne une vieille appli. Donc se pose immédiatement la question de la refonte de ces applications ou de l'ensemble des applications ou du SI vers quelque chose sur lequel là-dessus. Je pense que c'est aujourd'hui l'un des principaux moteurs actuels. Tu parles refonte d'architecture SI, tu parles de refonte applicative. Au final, la refonte d'architecture SI va forcément impliquer des refontes applicatives, ou ça peut être complètement décorrélé? Alors, ça peut être complètement décorrélé, mais souvent c'est très 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 lié, parce que grosso modo, quand vous parlez d'architecture SI, vous allez englober l'intégralité des applications du SI et la manière dont elles communiquent entre elles. Et alors que quand vous descendez un peu plus bas, c'est vraiment sur l'application. Et en fait, quand vous voulez faire évoluer votre SI, il revient forcément un moment où vous allez découper une brique, un ancien applicatif, le supprimer, le refaire, et de le mettre dans une nouvelle techno, de changer les données de place, peu importe ce que vous souhaitez faire. Il y a un moment où, dans tous les cas, ça va casser les applications quelque part. Et là, c'est là où vous allez intervenir. On doit tout refaire. Compliqué aussi, c'est la partie migration de données, parce que les clients ne veulent jamais perdre leurs données, donc du coup, il faut toujours prévoir le système qui va permettre de migrer les données pour les garder et assurer la pérennité des données.
Et ça aussi, je pense que c'est quelque chose que les DSI rencontrent comme problème et c'est un vrai sujet aussi, quoi. C'est sûr que, au-delà du sujet techno, comme tu dis, je pense que le nerf de la guerre, c'est avant tout d'avoir des données qui soient fiables, sur lesquelles on peut se baser. Et l'enjeu de migration de données, comme tu le dis, c'est un enjeu. Alors, c'est pas l'enjeu principal de l'architecture d'un SI, mais c'est une des déclinaisons évidentes de ces problématiques. Et le côté un peu, parce qu'on parle beaucoup donc de gestion des données en ce moment, mais beaucoup aussi de la sécurité. Est-ce que c'est peut-être quelque chose auquel on va s'intéresser effectivement quand on va refaire l'architecture aussi d'un SI? Alors, de plus en plus, pour une raison très simple, c'est que historiquement, le SI était utilisé quasiment exclusivement par des personnes internes à l'entreprise. Alors que maintenant, donc on pouvait considérer presque que c'était safe, au sens où il y a moins de chances qu'un salarié de votre entreprise vous veuille du mal qu'un lambda dans la rue. Normalement. Non. Ça, je dis bien normalement. Mais aujourd'hui, un SI, enfin une entreprise, elle prend de plus en plus en compte tout ce qui est partie prenante. Alors la notion des parties prenantes, c'est un peu flou, mais c'est tout ce qui est client, fournisseur, partenaire, prestat, tout ça, peu importe, client même. Donc tous ceux qui vont graviter autour de l'entreprise, aujourd'hui, ils vont avoir un lien de plus ou moins fort avec le SI. Et du coup, il va falloir ouvrir ce SI. Il faut l'ouvrir. Je vous dis n'importe quoi, si vous voulez travailler avec l'État, maintenant, vous devez envoyer absolument les factures par une plateforme de transformation digitale. Et vous n'avez pas le choix de le faire. Donc, vous êtes obligé de le faire. Et pour ça, vous êtes obligé d'ouvrir votre SI. Et du coup, toutes les problématiques de sécurité qui vont avec, c'est appareil assez évident. Donc, il faut bien y penser quand on fait le truc. On parle beaucoup de ce terme en ce moment, urbanisation des SI. Philippe, on met quoi derrière l'urbanisation? Alors, chaque client met n'importe quoi derrière. C'est bien ce qui me semblait, c'était assez flou. Mais grosso modo, urbaniser, alors, le terme, il veut dire prendre de la hauteur, de voir le SI comme une ville et essayer de réfléchir un petit peu où vont les choses. D'accord ? Ne pas faire plusieurs fois la même chose dans son SI. Typiquement, je vous dis n'importe quoi, mais votre référentiel client, historiquement, il était un peu éparpillé. C'est-à-dire, le service market avec son logiciel, il avait une base de données clients. Le service comptable, ils avaient leur propre base de données clients. Votre service production, il avait la base de données clients. Tous les services avaient leur propre base de données. Et en fait, on se rend compte que c'est très compliqué. L'urbanisation, c'est-à-dire, je prends de la hauteur, je sors de cette notion de service dans l'entreprise et je me dis, attendez, est-ce que mon client, c'est pas une notion qui est transverse à l'intégralité de mon entreprise et est-ce qu'elle ne devrait pas être gérée de manière transverse dans un système unique là-dessus ? Quitte à apporter de la souplesse de pouvant créer des clients dans n'importe quelle partie de mon entreprise, mais est-ce que j'aurais pas intérêt, est-ce que j'aurais pas à y gagner à avoir un référentiel central ? Ouais, du coup, c'est ça la notion d'urbanisation, c'est de se prendre de la hauteur et de se dire, est-ce que je devrais pas raisonner les choses à niveau de l'entreprise et pas au niveau du service, au niveau de l'application, parce qu'elle en a besoin à un instant T. Et ça, au final, c'est quelque chose de compliqué à faire, enfin de complexe de c'est quelque chose dire, de très compliqué. Alors en fait, c'est extraordinairement simple au niveau. Si vous prenez une feuille, un papier, vous arrivez très facilement, mais après, dans le contexte réel d'une entreprise, vous avez 50 services qui ne s'aiment pas entre eux. C'est plus compliqué de leur expliquer que la notion de client, c'est pas eux qui vont la maîtriser, mais ça va être en centrale et là-dessus. Sachant qu'il faut essayer, et c'est la difficulté de cette approche-là, c'est qu'il faut essayer que l'urbanisation que vous mettez en place, c'est-à-dire par exemple, je vous dis n'importe quoi, vous avez un référentiel client qui est unique, ça va pas venir pénaliser l'inventivité, la créativité de vos équipes sur le terrain proches des clients. Donc il faut trouver le bon niveau et puis il faut essayer de manager un petit peu les égos et la manière de faire de chacun des services. Parce que chaque métier a un peu ses habitudes. C'est ça. Et va aller dire à quelqu'un qui, ça fait 30 ans qu'il est dans le même SI, pas dans le même SI, mais qui est dans la même boîte, qu'il a ses petites habitudes, qu'il aimait ses petits champs, aller lui dire, écoutez, maintenant, c'est fini, quoi. Tu fais comme tout le monde, et puis tu suis la vague, et puis voilà, quoi. Si vous dites, par exemple, à votre service marketing qu'elle va écrire des blogs de manière différente, c'est très compliqué. Elle risque de faire la gueule. Je fais pas la gueule. Disons qu'il faut s'adapter. Exactement. Mais non, c'est vrai que c'est quelque chose de pas toujours simple. Parce que, au final, un projet, enfin, si on se remet un peu plus haut, un projet de transformation ici, ça, c'est quelque chose qui est quand même relativement lourd. C'est pas quelque chose qu'on peut faire en une demi-journée où on se dit, allez hop, on prend les décisions, on se met à deux autour de la table et, puis c'est vrai que c'est très compliqué parce qu'il faut des sponsors du projet interne qui aient le bon niveau pour apporter des projets au niveau entreprise, quoi. Et souvent, les budgets ne sont pas forcément au niveau entreprise, ils sont souvent au niveau service, le service market, le service commerce, le service com. Et du coup, ce n'est pas forcément le bon niveau d'analyse pour ce genre de problématique. Et comment, finalement, on peut analyser l'archi de son SI et se dire un jour, on l'évalue, on se dit, est-ce qu'il est bon ou pas bon ? Est-ce que ça marche ou ça marche pas ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Alors, je pense que la première chose à faire, quand on veut faire l'évaluation de ça, c'est qu'il faut qu'on soit capable de dresser une cartographie du SI. C'est-à-dire qu'il faut prendre un papier, un crayon et dessiner l'intégralité des applications, l'intégralité du portefeuille, l'intégralité de tout ça, de tous les flux qui transitent entre ça et d'avoir déjà un état des lieux de ce qui se fait. T'entends par flux, c'est tout ce qui est flux de données ? Tout ce qui est flux de données, toute interconnexion, que ce soit des fichiers Excel, des mails, peu importe. Il faut regarder la réalité en face et de se dire, voilà, aujourd'hui, mon SI, c'est ça. Et se rendre compte, par exemple, que vous avez
le service, je sais pas, Tartampion qui utilise de l'Excel parce qu'ils ont toujours fait ça, un autre service un petit peu de base access. Il faut prendre l'exhaustivité de ce qui est réellement utilisé par vos équipes. C'est pas simple parce que forcément ils vont pas forcément vous le dire ou parce que par habitude ils utilisent un petit service ad hoc. C'est de faire déjà cet état des lieux. Une fois qu'on a fait cet état des lieux, on peut commencer à se dire est-ce que par rapport aux contraintes métiers qu'on aura fait émerger en discutant avec les équipes, est-ce que déjà on est raccord par rapport à ça? Il faut avoir un constat lucide et se dire, est-ce que déjà mon OSI il marche aujourd'hui? Est-ce qu'il fonctionne suffisamment? Est-ce que j'ai pas trop de problèmes? Et en fonction de ça, on peut commencer à dessiner un SI cible, une roadmap, et après d'essayer de voir un peu comment on peut converger vers cette idée. D'accord. Et après, une fois que tu as... Enfin, si on reprend un peu juste les différentes étapes, déjà qui fait ça en fait? Qui va évaluer l'architecture? C'est le DSI ou Alors, ça va être quelqu'un d'extérieur ou ça va être un groupe? C'est souvent à la main de la DSI de maintenir cette espèce de cartographie du SI. Alors, bizarrement, c'est assez peu fait dans les entreprises, c'est souvent pas fait même, mais c'est plutôt à eux de le faire et après ils peuvent se faire aider par des entreprises comme nous ou par d'autres entreprises qui viennent aider à faire une cartographie du SI. Et comme tu disais, pour faire cette cartographie, du coup, il faut aller voir un peu les métiers, voir un peu... Alors, la ce qui est difficulté, c'est que utilisé. souvent, quand on est dans la DSI, on a une vision DSI, c'est-à-dire DSI, des ouais. applications qu'on maîtrise, et on n'a pas du tout la vision de ce qui est utilisé réellement par les équipes. Je vous dis n'importe quoi, mais le service marketing, il va utiliser MailChimp pour envoyer ses mails, mais en fait, c'est même pas dans la cartographie des trucs qui sont maintenus par la DSI. Donc, il faut avoir la force et le caractère d'aller demander à chacun des équipes dans le terrain, concrètement, vous utilisez quoi au quotidien? Mais c'est quelque chose de super long. Enfin, C'est tout très long. dépend de la taille de Ça l'organisation, peut être j'imagine. très long, ouais. C'est très long et dur à maintenir. Mais c'est une étape de base si vous voulez commencer à maîtriser ce que vous faites. Et ensuite, donc, tu parlais de certaines visions cibles. On va se dire, qu'est-ce qu'on veut? Enfin, vers où... Voilà ce qu'on a et vers Alors, où est-ce qu'on veut aller? Le mieux, c'est de partir des exigences métiers. Donc, les exigences métiers, c'est toutes les contraintes, tous les besoins que vont vous fournir les métiers. Donc là, vous faites la tournée des popotes, vous prenez chaque service après chaque service et vous leur demandez, eux, ce qu'ils aimeraient dans les 5 ans à venir. D'accord. Alors, ils vont vous dire, moi, j'aimerais, je vous dis n'importe quoi, être capable de faire signer mon client sur le terrain en 5 minutes parce que c'est là où se gagne l'enjeu. Ou ils vont vous dire, moi, ce que j'aimerais absolument, c'est d'être capable d'envoyer la bonne newsletter au bon moment. Ou moi, ce qu'il faut absolument, c'est d'être interconnecté avec la marketplace de l'État pour pouvoir vendre je sais quel service. Donc, il faut partir de ça. Il faut partir des enjeux et des contraintes de ça, sachant que, par définition, les gens du métier vous diront que des nouvelles contraintes et des nouveaux besoins. Ils ne vont pas vous dire tout ce qui est bien dans votre SI. Donc, il ne faut pas non plus, parce qu'on veut aligner le SI sur les nouveaux enjeux, perturber tout ce qui fonctionnait déjà très bien. D'accord. Donc, il faut essayer de faire cette espèce de synthèse des deux, et en partant de ces contraintes-là, on peut commencer, et seulement à ce moment-là, à définir ce que pourrait être un SI cible. Ok, et du coup, là, on reprend une carto. Voilà, et là, on reprend une carto, on recommence à poser une déclinaison des différentes briques applicatives, toutes les forces et les faiblesses, et après, tout le temps, on se drive par rapport à des exigences métiers qu'on s'est données, et est-ce que notre architecture, est-ce que notre vision, elle colle à ça? D'accord. Et si c'est pas le cas, parce que des fois on peut pas la faire coller parce qu'il y a des enjeux qui sont antinomiques, et ben on arbitre à ce moment-là en disant on va prendre cette direction ou celle-là, en tout cas en toute connaissance de cause. Ok. Oui, au moins on a la vision. C'est ça, on a Ça la évite vision. de Une fois penser une fois que c'est un peu comme dans le vélo, quoi. C'est-à-dire que au moment où vous regardez la direction, après votre corps il sait aller là où il faut, quoi. Et je pense que C'est beau ce que tu dis. C'est vraiment une belle métaphore. T'apprécies, Quentin? Moi, j'apprécie. Alors, on en parlait tout à l'heure et puis cette semaine, c'est au final l'architecture SI agile. Aujourd'hui, c'est ce vers quoi tout le monde tend plus ou moins à aller. Au final, qu'est-ce qu'on entend par SI agile et quelles sont les principales briques qu'on va devoir avoir en fait dans ce SI pour... Alors, le pour SI vraiment- agile, c'est toujours assez complexe à déterminer, comme tout ce qui tourne autour d'agile. Oui. Mais grosso modo, le SI agile, ça veut dire qu'il soit capable facilement d'encaisser les nouveautés sans remettre tout en cause de le passé. En gros, grosso modo, on peut résumer ça comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grosso modo, demain, vous avez un besoin urgent métier de faire apparaître une nouvelle application, et ben vous êtes capable de l'intégrer rapidement, vous êtes capable de la sécuriser rapidement, vous êtes capable de la concevoir rapidement, de la déployer, de la mettre en prod, de la maintenir super facilement. Voilà, c'est ça vouloir dire ça, qui est capable de s'aligner sur les enjeux métiers. Ok. Et dans ce SI agile, on en parlait, il y a des briques qu'on va peut-être retrouver d'une entreprise à l'autre, ou qui sont en tout cas indispensables à avoir pour avoir justement ces gains d'agilité comme... Alors effectivement, alors là, on va dériver de notre expérience. En tout cas, moi, je considère qu'il y a des briques qui devraient y être dans tous les SI et qui devraient être pensées dès le début du SI, ou en tout cas être mis en place avant de pouvoir faire quoi que ce soit d'autre. Tu veux qu'on les cite, c'est ça? Oui. C'est précisément ça que je veux. Alors,
A priori, la première brique, et qui n'est pas forcément la plus facile à mettre en place, c'est l'IDP. Donc l'IDP, ça va être tout ce qui va être Identity Provider. Donc l'Identity Provider, ça vous permet de savoir qui est qui. Grosso modo, ça veut dire que quand Camille Regnault se connecte au SI, elle se connecte et on est sûr que c'est Camille. Ça veut dire ça, l'IDP. Ça veut dire juste ça. Ça veut dire qu'on valide l'identité de la personne. D'accord ? Et que ça soit une personne interne, une personne externe, une personne qui gravite autour de l'entreprise, peu importe, un prestat, tout ça. C'est-à-dire on est capable d'identifier de manière sûre et certaine une personne. D'accord ? Et de cette IDP, on va pouvoir lui donner accès à différentes applications. Ok. Et ça, c'est la base de sa base, c'est la gestion des accès. Historiquement, c'était fait avec des LDAP ou des Active Directory, mais aujourd'hui, comme on a besoin d'avoir des applications web, des applications mobiles, différents types d'applications, les LDAP et autres technologies ne sont pas forcément à même de répondre à ça. On est plutôt sur des mécanismes d'OAuth, des SSO, enfin ce genre de choses. Et du coup, là, il faut mettre en place un IDP pour faire ça. Ok. Les SSO, c'est quand on a une seule authentification pour tous les... Oh, c'est beau ça. Ouais. Ah, elle est forte. Quelle J'ai appris. évolution. J'ai appris. Il y a 26 J'ai révisé épisodes, ma t'étais leçon. pas comme ça. Hein. C'est le podcast, ça. C'est ça. Ok, du coup, pour la première brique, ensuite, on parlait de CIM, SIM. Ouais, alors SIM, ça va être tout ce qui va être qui va tourner autour de la gestion de votre information client. Ça, c'est capital parce que grosso modo, ce qu'il faut absolument éviter, c'est que dans toutes les applications du SI, vous avez la même notion de votre client. Votre client, vous allez avoir le nom, son adresse, je sais pas, ses coordonnées téléphoniques, la manière dont il a d'être contacté. Et souvent dans le SI, vous l'avez 12 fois, cette information. Et le problème de l'avoir 12 fois, c'est que c'est très compliqué à un moment donné de dire je veux faire un mailing, je sais même pas à qui vraiment le faire parce que j'ai 40 bases référentielles différentes. Je veux lui envoyer une facture, je sais pas quelle est la bonne adresse et tout ça. D'accord. Donc ça, c'est vraiment qui est la personne. Une fois que vous avez identifié la personne avec votre IDP, vous pouvez savoir quelles sont les informations que je possède de manière sûre et certaine sur ce client-là. D'accord ? Et quand je dis client, ça peut être client, mais ça peut être aussi une personne externe à l'entreprise. C'est vraiment les informations référentielles de la personne que je veux connaître sur cette personne. Parce qu'au final, souvent, ça, c'est des infos qui sont dupliquées ou Partout, qu'on a à droite, partout, à gauche, partout, et qu'une fois qu'on change une adresse Même à un endroit, ça change. Même dans notre Enfin, petite boîte comme la nôtre, c'est déjà le cas. Oui, c'est On a déjà le 40 cas. versions du client. on sait pas C'est tout. déjà le cas. C'est quoi son adresse déjà? Voilà, et ça, il faut éviter parce que plus vous allez grossir et plus ça va devenir compliqué de maintenir cette complexité. Quand vous avez 4-5 applications, vous pouvez facilement faire 2-3 exports, mais quand vous grandissez, ça devient très très vite compliqué. Et surtout, ça a un impact direct sur le coût. Ça veut que quand vous allez refaire une application, si vous devez vous poser la question de restocker les informations du client, ce machin, faire une fiche client et tout ça, en fait, vous dupliquez l'information, vous recréez des formulaires, vous créez tout un tas de choses, vous managez de la complexité qui n'a pas lieu d'être. Et le dernier, c'est la GED. Voilà, et le dernier qu'on veut citer aujourd'hui, alors, on pourrait en citer plein d'autres, mais pour moi, c'est la gestion des documents, c'est tout ce qui va être partie dématérialisation. Ça, c'est pareil, toutes vos applications que vous allez devoir être amenés à développer vont manipuler à un moment ou à un autre des documents, que ce soit des documents importants ou pas importants, mais ils vont gérer des documents. Et du coup, si vous avez une brique qui permet de faire directement cette gestion documentaire, cet archivage, tout ce que vous voulez, ces sauvegardes, ça simplifie grandement les choses, et ça vous êtes certain que vous allez l'utiliser de manière transparente dans toutes vos applis. Je pense que déjà, si dans toutes les entreprises, il y avait ces 3 briques qui étaient à peu près maîtrisées et à peu près déployées, on irait déjà plus vite. Alors après, on pourra en citer bien d'autres, mais avec tout ce qui est sur des produits, ce genre de choses. Mais en tout cas, dans toutes les entreprises, vous allez avoir au moins ces 3 briques-là. C'est le qui vont être minimum, mises en place. quoi. C'est la base, quoi, comme tu dis. C'est la base. Mais en fait, vous serez surpris de savoir que 90% des clients n'ont pas ça. Oui, C'est vrai? Ça devrait être la base. Ça devrait être la être base. Bah oui, mais comment tu fonctionnes si t'as pas ça? Ils dupliquent dans toutes les Ouais, applications c'est vrai, les ouais. utilisateurs, les rôles, les personnes, machin, et c'est un cauchemar de maintenant. Ils ont des fichiers Excel pour les clients. Mais ça doit quand même être compliqué dans les boîtes quand tu te dis, je sais pas, ça fait 30 ans que t'as pas structuré en fait toutes tes briques, je sais même pas du coup si on peut parler de briques, mais et ensuite de te dire je vais faire un gros changement et je vais vers du mieux. Ça doit être un chantier. Chantier immense quand tu arrives sur vraiment des. C'est Parce que j'imagine cauchemardesque. quand on est 3 personnes, ça va, mais si tu arrives Non, mais sur des c'est 50, 100. C'est cauchemardesque. Je vous prends l'exemple par exemple d'un CRM, donc un logiciel de la relation client. Si vous laissez votre entreprise, chaque personne d'entreprise remplir les fiches clients, la manière dont il a envie de la remplir, en fait, au bout de 10 ans, c'est inexploitable parce qu'en fait, chacun aura stocké la manière dont il a envie de stocker l'information, la taille de l'entreprise, ce genre de choses. Et en fait, une donnée qui n'est pas structurée, c'est quasiment une donnée inexploitable. Donc, c'est une donnée perdue, quoi.
Donc c'est pour ça qu'il faut bien se poser les questions quand on lance un logiciel, de savoir quelles sont les données qu'on va maîtriser, comment on va les maîtriser, quel est leur cycle de vie, qu'est-ce que je vais en faire et qu'est-ce que je pourrais potentiellement en faire dans le futur. Ouais, donc il faut vraiment mettre en face une politique de gestion de la donnée. Il faut se mettre en place une politique de gestion de données et il faut se la mettre au niveau SI. C'est-à-dire que grosso modo, je vous dis n'importe quoi, pour le client dans la nouvelle application, j'ai besoin d'avoir un champ qui va me permettre de savoir si je peux lui envoyer des SMS à 4h du matin. Est-ce que c'est une information qui doit être stockée dans l'application qui va faire ça, ou c'est une information qui est importante pour l'intégralité de l'entreprise, et auquel cas je dois aller la ramener dans mon référentiel client. Vous avez quand même intérêt au niveau applicatif à bien, tu vois, pour tout ce qui est champ, etc., vraiment aller bien contrôler en fait ce qui est rentré par les utilisateurs. Voilà. Ça, c'est possible, mais le problème de la difficulté de faire ça, c'est que c'est hyper rébarbatif pour les utilisateurs. Si vous commencez à leur dire, vous avez le droit de rentrer une fiche client, mais vous devez rentrer 400 champs, et les champs, vous avez le droit de mettre cette valeur, cette valeur-là, en fait, grosso modo, ça les saoule les gens, ils vont pas remplir l'information. Donc, il faut trouver le bon degré entre je structure ma donnée et j'emmerde pas trop l'utilisateur. Et pas facile. Quoi ? Parce que vous avez typiquement sur un formulaire de contact d'un site web, si vous avez 80 champs à remplir, ça aidera les gens derrière pour le traitement de votre information, mais vous, ça vous saoule et vous allez lâcher le formulaire. Faut trouver vraiment le bon milieu, degré, le bon milieu. Le bon degré, ouais. Ça. Et donc une fois qu'on a défini un peu tout ce qui allait être fait, comment on fait finalement pour suivre, parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure. Au final, faire l'état des lieux, etc. C'est déjà long, mais voilà. Mais ensuite, on va mettre des actions en place. Comment est-ce qu'on fait pour suivre finalement ? Alors, je sais pas s'il y a un bon tempo pour suivre l'évolution de son SI. Alors, une fois qu'on a défini une carte cible, on peut définir une roadmap pour y aller. Et après, il faut prioriser. D'accord ? Alors, ce qui est très compliqué, c'est que généralement, quand on va vouloir aller vers une carte cible, les sujets que l'informatique a envie de prioriser, je vous dis n'importe quoi, mettre un IDP, c'est pas un sujet métier qui va rapporter du pognon tout de suite. Du coup, généralement, on a du mal à le faire passer comme un sujet prioritaire parce que du coup, le métier veut plutôt la nouvelle fonctionnalité pour faire le nouveau petit truc cool. Donc ça, c'est très compliqué et c'est pas du tout rigolo. Hein, c'est un enjeu direction générale, en tout cas, d'être capable d'aligner ça. Et après, c'est du pilotage de projet, hein, donc il faut descendre d'un cran et aller voir les équipes comment on peut le faire, à quelle vitesse, à quelle cadence. Ça doit pas être évident quand même. Non. Parce que j'imagine, je sais pas si vous avez un peu une vision sur ce qui va se faire dans 10-15 ans, ou en tout cas une conviction profonde. Mais on a des convictions profondes. On en a beaucoup et elles sont détruites tous les jours. Et ta conviction, Philippe, sur l'architecture SI de demain, ou dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce que tu penses parce que là, au final, c'est assez complexe, j'ai l'impression, en tout cas, ce qui est fait actuellement. Après, si on va vers un truc plus agile, c'est peut-être un peu moins complexe. Mais l'agilité permet clairement de maintenir la complexité sous contrôle. Après, moi, ma vision la plus simple, c'est de dire, n'ayez qu'une seule application qui fait qu'une seule chose à la fois et interconnectez-les. Voilà. Visez simple, faites pas 50 000 trucs à la fois, visez le simple. Et dites-vous quelles sont les informations que j'ai réellement envie d'avoir comme données référentielles et quelles sont les informations dont je n'ai rien à faire, et travaillez comme ça. Vous ne pourrez pas tout faire, en tout cas pas avec les budgets et les compétences, mais c'est de vous dire au moins maîtriser les utilisateurs, les données des clients, les quelques données clés du SI, maîtrisez-les, le reste, laissez la liberté à vos équipes de faire comme elles veulent. Et puis surtout, simplifier, je pense. Simplifier. C'est ça. Et ne faites pas l'acquisition de nouveaux outils, de nouveaux logiciels juste pour une fonctionnalité. Parce qu'après, c'est un cauchemar à maintenir. T'as déjà vu ça ? Tout le temps. Hein. C'est vrai ? Oui. La petite fonctionnalité cool qui plaît au service Tartampion et du coup, qui embarque tout le SI là-dedans, c'est très compliqué. Yes. Bon, merci du coup pour un peu les retours d'expérience sur tout ce qui est archi SI. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus en ce moment, donc c'est un sujet important, alors suivez-le bien. On va passer maintenant du coup au coup de cœur, coup de gueule. Quentin, t'as un coup de cœur ou un coup de gueule à nous partager ? Pour moi, c'est un coup de cœur, mais visiblement, c'est plus un coup de gueule. Alors, on va parler de Microsoft Teams. Un coup mitigé. T'as mis Microsoft dans le titre, donc forcément, ce sera un coup de gueule. C'est pour ça que c'est un coup de cœur pour moi, par contre. Mais oui, donc voilà, Microsoft Teams, qui est un outil de communication interne, principalement, qui répond facilement à des demandes pour des données qui vont être temporaires. Notamment tout ce qui va être gestion documentaire, on peut en faire une sur Teams, mais il faut réfléchir à ce que la donnée elle n'est pas permanente, quoi. Encore une brique intégrée au SI, ça. C'est ça, c'est une nouvelle brique intégrée au SI. Tout ça pour s'envoyer des gifs. Les gifs, c'est la vie. Quel progrès. En vrai, je trouve l'appli est très lourde, mais il y a
énormément de possibilités. Tu peux mettre tous les outils Microsoft dedans, tu peux mettre Excel, tu peux mettre Word, tu peux faire des outils partagés, etc. Tellement bien. Donc c'est tellement bien. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que c'est tout ce qui est communication vocale, réunion, etc. Tu peux créer des réunions où tout le monde peut rejoindre. Ça, on tu l'a pas peux- trop utilisé encore. C'est ce qui remplace le Skype. Hein. Ouais. Skype va complètement mourir et Ah, c'est donc vrai là c'est Teams qui va tout reprendre par-dessus. On l'utilise pour un client avec Quentin et vraiment tu peux Ouais. créer dans un channel, tu peux créer une réunion où les gens rejoignent, tu peux créer des vocaux, tu peux avoir des... Ça, j'ai pas encore utilisé Et ça. franchement c'est vachement bien fait, Mm. c'est super bien fait. Camille, t'aimes bien? Moi, moi j'aime bien Teams. Alors, après, sauf. Moi, j'ai 2 ordinateurs pour raconter ma vie. Il y en a un qui fonctionne sur Windows et l'autre, du coup, c'est Apple. Et sur Apple, c'est compliqué parce que je sais pas pourquoi, il me demande de me connecter mais toutes les demi-heures. Ou un En truc même temps comme le titre Et- Microsoft. ça. Ouais, mais je Teams. sais. Mais, On aurait peut-être dû t'aiguiller sur le Voilà. fait que ça ne marcherait pas sur Mac. mais du coup, Le voilà. commencement de Teams a été catastrophique. Hein. Faut Ah ouais voir. Ah ouais, au tout début, c'était catastrophique. Ça a fait un gros flop. Ça fait Et longtemps que ça existe. aujourd'hui, ça va faire 2-3 ans. 2-3 ans, hein, dans l'idée à peu près. Et ça commence à se développer. Microsoft en fait la publicité à la télé. Parce Donc que je veux ça dire, commence vraiment à se lancer. depuis qu'on l'utilise, hein, donc ça fait pas extrêmement longtemps, Ça fait je vois un des mois. pubs de partout. C'est-à-dire qu'à la base, on avait Google Talks. Ouais. Et c'est incroyable à quel point cet outil est pourri. C'est clair. C'est Pour Google, je démentiel, trouve ça vraiment c'est démentiel impressionnant, que quoi. cet outil soit pourri. Et pour qu'on en soit passé à Microsoft, c'est que. Ouais, on est tombé bien bas. On est tombé bien. C'est ça. Sur Hangout, je crois que j'ai jamais réussi à faire un call avec. Non. Ah, c'est impossible. C'est terrible. En plus, ça, les appels vocaux à distance avec un portable, c'est payant, ça coûte super cher. En C'est plus, énorme. le texte que t'envoies est pas du tout formaté, tu peux pas mettre de Non, retour à c'est- la ligne, c'est tu peux clair. pas mettre d'espace, pas de tabulation, enfin c'est horrible. On avait essayé Mattermost aussi à une Ouais. époque, qui était pas trop mal, mais il y avait Ouais. pas tout ce qui était vocal, Ouais. réunion et tout. Et voilà. Et vous avez, dans le même genre, vous avez déjà utilisé Bah, Slack c'est ou Slack, pas Slack, ouais. C'est- Ouais, j'ai déjà utilisé. Il faut 4 Go de RAM pour lancer le logiciel. Pour la version gratuite, t'as le droit qu'à 10 000 messages conservés. Ouais. Alors, bon, voilà, c'est un peu Ouais. chiant. Ah ouais, tu vois, Teams, je trouve ça assez bien. Enfin, le fait de pouvoir faire aussi des équipes et tout. Et Ouais. puis, la plateforme, quand même, elle est assez agréable, quoi. Pour les Quelques côtés bugs. utilisateurs. Quelques bugs, mais bon. T'as repéré beaucoup Ça de reste bugs, Microsoft. Ouais, enfin, il y en a pas mal. Comparé aux applis, disons. Pour une appli Microsoft, enfin, pour une appli d'une grosse boîte, Pour une appli Microsoft, ça te plante une fois par Non, jour. franchement, C'est correct. c'est Après, raisonnable. moi, elle plante une fois par jour. Non, Moi, j'ai des gros problèmes Il y a sur pas le mal, il y a des VPN, petits par bugs exemple. d'ergonomie. Sur VPN, j'ai énormément de problèmes. Mais Ouais. après, Moi, j'ai des notifications qui s'enlèvent jamais. Enfin, bon. Ça va, c'est une Microsoft. petite boîte Microsoft, on peut les comprendre. Microsoft. Petite start-up. On met quand même un pouce en l'air pour Teams. Parce Allez, que, allez, moi, je un trouve coup de que cœur. on c'est est, cadeau. voilà. On en reparle dans quelques mois. Quand Quand on sera bien passé sur gavé, Slack. qu'on aura perdu l'intégralité des informations et qu'on sera passé sous Slack. Donc, on sera retourné sur Google. Défi relevé. Bon, merci du coup, les gars, d'avoir participé au podcast. Et puis, merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis, on se retrouve bientôt pour un nouveau revoir. sujet. Au Salut, revoir. salut!